Bonjour à tous et bienvenue dans notre plongée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a la réputation de donner des sueurs froides à pas mal de monde. Oh que oui. On va décortiquer les bases de la langue française pour les grands débutants. Et l'idée derrière cette analyse, c'est vraiment de prouver qu'au-delà des clichés sur sa complexité extrême, le français, c'est un système super logique. C'est un défi hyper intéressant, parce que le français traîne vraiment cette aura de mystère, cette idée d'une forteresse imprenable avec ses conjugaisons interminables et ses exceptions partout. Ouais, c'est clair. Mais en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est surtout une question de perception. Exactement. Et du coup, pour adopter cette bonne perspective, on a rassemblé une pile de sources assez variées. On a épluché la transcription d'une vidéo YouTube hyper pragmatique qui s'appelle Learn French from Zero. Très bonne vidéo d'ailleurs. Ouais, vraiment, hein. On a aussi des extraits du manuel Learn French the Fast and Fun Way, qui mise tout sur l'interactivité. Et puis on a ajouté le guide d'auto-apprentissage de Dylan Moreau, The Complete French Self-Study Guide. Et sans oublier la philosophie très ancrée dans le quotidien du site FrenchLanguageBasics.com. Ce qui ressort vraiment de toute cette sélection, c'est cette volonté commune de dédramatiser l'apprentissage. Voilà, c'est ça le Voilà. but. Au lieu d'avoir une approche académique hyper austère, ces méthodes, elles cherchent à donner des clés de compréhension immédiate. L'objectif, c'est pas de mémoriser un dictionnaire entier. Ce qui serait impossible. Clairement, c'est plutôt de saisir la mécanique. En fait, une fois qu'on comprend pourquoi le français fonctionne d'une certaine manière, l'anxiété redescend. C'est pas de la magie, c'est juste une architecture différente. L'architecture, c'est le mot parfait. Mais bon, avant même de construire cette architecture, il y a un choc frontal que tous ces documents mettent en avant. C'est par là qu'on doit commencer. Le grand décalage. Ah ouais, le grand décalage, entre ce qu'on lit et ce qu'on entend. Le guide de Dylan Moreau insiste énormément là-dessus. Le français écrit et le français parlé donnent souvent l'impression d'être deux langues complètement distinctes. C'est vrai. Pour quelqu'un qui parle anglais et qui essaie de lire une phrase française à voix haute, pour la première fois, c'est la panique totale. Et cette panique, elle est tout à fait compréhensible. Mais elle s'explique de manière fascinante sur le plan historique et linguistique. En fait, l'orthographe française, elle a été figée il y a des siècles. Ok. Elle a gardé une forme très proche de ses racines latines ou médiévales. Par contre, la façon dont les gens parlent dans la rue, la prononciation de tous les jours, elle a continué d'évoluer, de s'éroder, de s'accélérer. D'accord, donc l'écrit est resté bloqué dans le passé. Exactement. Et le résultat aujourd'hui, c'est la présence massive de lettres muettes. Le manuel Fast and Fun Way fait d'ailleurs une comparaison super intéressante. L'anglais possède aussi des lettres muettes, comme le K dans no ou le P dans pneumonia. Ouais, c'est vrai. Mais en français, c'est pas une exception, c'est carrément un système. Ah, le fameux S à la fin des mots pour marquer le pluriel, c'est le meilleur exemple, ça. Tout à fait. On écrit un S partout, mais on le prononce presque jamais. C'est comme si cette lettre, c'était juste un code visuel pour les yeux, un signal pour le lecteur, qui a absolument aucune existence sonore. C'est exactement ça. Et si on ajoute à ça la façon dont les voyelles se combinent, on obtient une phonétique très particulière. Nos sources s'attardent beaucoup sur les sons nasaux. Ah oui, les fameuses combinaisons écrites en, in, on, en. Voilà. Et le manuel de prononciation donne une astuce physique très concrète pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pour produire ces sons correctement, la pointe de la langue ne doit à aucun moment toucher le palais ou les dents. Attends, vraiment jamais? Jamais. L'air doit vraiment résonner dans les fosses nasales. C'est une gymnastique physique totalement inédite quand on n'a jamais parlé français. C'est fou. Et il y a un autre phénomène physique qui rend le français parlé si distinct, c'est cette impression que les mots fondent les uns dans les autres. C'est ce qu'on appelle les liaisons, c'est ça? Les fameuses liaisons, ouais. Le guide d'auto-apprentissage explique que c'est souvent ça qui donne l'illusion que les francophones parlent à la vitesse de la lumière. Et la liaison, c'est peut-être la mécanique la plus importante à capter pour déchiffrer le français oral. En fait, le cerveau français déteste le vide entre deux voyelles. Il a horreur de ça. Il déteste les arrêts brusques. Donc, si un mot se termine par une consonne muette, mais que le mot d'après commence par une voyelle, cette consonne, elle ressuscite soudainement pour créer un pont sonore. L'objectif, c'est vraiment de maintenir un flux d'air continu, une musicalité. Et le manuel Fast and Fun Way donne un exemple spectaculaire pour illustrer ça. La phrase pour dire « I live in the United States », en français, c'est « j'habite aux États-Unis ». L'exemple redoutable. Ouais.
Quand on regarde les mots sur le papier, on s'attend à entendre des pauses. Mais la transcription phonétique du livre montre ce que ça donne dans la bouche d'un francophone. Ça sonne littéralement comme un seul mot géant « J'habite aux États-Unis ». C'est brillant parce qu'on y voit tout. On y voit l'élision au début, où le pronom « je » perd sa voyelle pour s'accrocher à « habite », ce qui donne « j'habite ». Ensuite, les consonnes finales muettes de « o » et de « eta » se transforment en son « z » pour s'enchaîner avec les voyelles d'après. Donc Zatazeuni. Voilà. Pour une oreille non entraînée, c'est un mur de son. Mais une fois qu'on comprend cette règle du pont sonore, on commence à pouvoir découper mentalement la phrase. C'est super rassurant en fait. Et ce qui est encore plus rassurant, c'est que malgré ces défis sonores, nos sources rappellent une vérité très réconfortante pour ceux qui parlent anglais. Une énorme partie du vocabulaire est déjà là. Absolument. Caché à la vue de tous. L'anglais a emprunté une quantité astronomique de mots au français au fil des siècles. Les manuels listent des mots du quotidien que les anglophones connaissent sans même réaliser qu'ils font du français. Des mots comme faux pas, rendez-vous, baguette, escargot, déjà vu. Sans oublier la fameuse joie de vivre. Psychologiquement, c'est un point d'ancrage crucial pour quelqu'un qui apprend. Commencer par réaliser qu'on possède déjà des centaines de mots de vocabulaire, ça permet de faire baisser la garde. Le seul effort consiste alors à ajuster un peu la prononciation, à adopter cette musicalité dont on vient de parler, au lieu de devoir tout mémoriser de zéro. C'est un super tremplin. Et justement, si on prend ce fameux rendez-vous, quand on a un rendez-vous, il faut savoir se comporter en société. Et là, on entre dans le vif du sujet de notre deuxième grand thème, la survie sociale et la politesse. Un aspect incontournable. La vidéo YouTube Learn French from Zero est hyper pragmatique là-dessus. Pour saluer, on utilise bonjour tout au long de la journée, et dès que le soleil se couche, hop, on bascule sur bonsoir. Et au moment d'aller dormir, c'est bonne nuit. Ce sont les fondations. Et pour se quitter, la gradation est tout aussi codifiée. Au revoir, c'est le standard universel. Si on sait qu'on va revoir la personne bientôt, on dira à bientôt. Il y a aussi le fameux A+. Oui, les sources mentionnent A+, qui est la contraction très familière de A plus tard, qu'on utilise presque exclusivement entre amis ou avec des jeunes. Et c'est justement cette distinction entre amis et inconnus qui nous amène à l'un des concepts culturels les plus lourds de sens abordés dans nos documents. Je parle bien sûr du choix entre le pronom « tu » et le pronom « vous ». Ah, la grande angoisse des apprenants. Ouais, parce qu'en anglais, le mot « you », c'est une sorte de couverture universelle, très démocratique. On l'utilise pour tout le monde. En français, c'est un véritable détecteur de statut social. C'est un point fascinant de sociolinguistique. En choisissant entre tu et vous, on ne fait pas juste de la grammaire. On définit instantanément la distance psychologique et hiérarchique entre soi et l'autre personne. C'est puissant. Le tu, c'est le pronom de la proximité, de l'intimité, la famille, les enfants, les amis. Le vous a une double fonction. Il sert de pluriel pour s'adresser à un groupe, mais au singulier, c'est le pronom de la distance respectueuse. On l'utilise pour les inconnus, dans un cadre professionnel ou avec des personnes plus âgées. On imagine facilement la panique pour un débutant qui a peur de faire un impair. Ouais. S'adresser à un officier de police ou au boulanger avec « tu », ça peut être perçu comme un manque de respect flagrant, un vrai faux pas. Précisément. Et c'est pour cette raison que l'arsenal de la politesse est si mis en avant dans les méthodes pour débutants. Ces mots magiques agissent comme des amortisseurs sociaux. Des amortisseurs, ouais, c'est bien dit. Dire merci ou merci beaucoup, répondre par de rien, utiliser systématiquement s'il vous plaît et excusez-moi. Tout ça montre une bonne volonté qui pardonne presque toutes les erreurs de grammaire. C'est le bouclier ultime. La vidéo YouTube complète d'ailleurs cette boîte à outils avec des phrases brise-glace. Le basique, je m'appelle pour se présenter, et l'indémodable, comment ça va ? Avec la réponse attendue, ça va bien ou très bien merci. Voilà. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention dans ces manuels de survie, c'est les phrases de secours. Les phrases d'urgence sont vitales pour maintenir la motivation. Les documents en isolent deux en particulier. La première, c'est « parler plus lentement ». Tellement important. Indispensable. Parce que face au flot continu des liaisons qu'on a évoquées, c'est le seul moyen de demander à la personne de freiner. La seconde phrase, tout aussi puissante, c'est « comment dit-on telle chose en français ?» Ce qui est génial avec cette deuxième phrase, c'est qu'elle permet d'insérer un mot anglais au milieu d'une phrase française sans rompre la conversation. On peut dire « comment dit-on umbrella en français ?» Et là, la personne en face devient soudainement un professeur plutôt qu'un simple passant. Ça change toute la dynamique. Exactement. On passe d'une situation d'échec où on est bloqué à une situation d'apprentissage collaboratif. C'est une excellente analyse.
Accepter sa propre vulnérabilité, c'est la meilleure stratégie de survie. Mais il arrive un moment où le vocabulaire de survie ne suffit plus. Il faut s'attaquer à la structure même des choses. Et là, le guide de Dylan Moreau nous confronte à la règle d'or qui demande la plus grande gymnastique mentale pour quelqu'un qui vient de l'anglais. Ah oui, le concept du genre. En français, absolument tout a un genre. C'est inévitable. On n'y échappe pas. On pourrait dire du anglais, on est tellement habitué au confort du it neutre qui englobe tous les objets inanimés. Mais en français, un objet est soit masculin et sera précédé de un ou le, soit féminin et prendra une ou la. Les sources donnent des exemples très visuels. On dit le sac, c'est masculin. On dit le stylo ou le crayon, c'est masculin aussi. Mais une table, ce sera féminin. L'absence de genre neutre force vraiment l'apprenant à attribuer une sorte d'identité à des objets qui n'ont aucune raison biologique d'en avoir. Le pronom « il » ne désigne pas seulement un homme, il peut désigner un pont, un nuage, un ordinateur. Et c'est pareil pour elle. Oui, elle peut désigner une femme, mais aussi une voiture, la lune, ou même une idée. C'est un bouleversement complet de la façon de catégoriser le monde. Et la difficulté supplémentaire, comme on l'a vu avec les lettres muettes, c'est que le genre ou l'article, c'est souvent le seul indicateur de pluriel à l'oral. C'est un point super important. Si je dis un stylo et des stylos, le mot stylo sonne exactement pareil. Il n'y a pas de son S à la fin de la version plurielle. Rien du tout. La seule façon pour l'oreille de savoir qu'il y a plusieurs stylos, c'est d'entendre la différence entre le petit mot « un » et le petit mot « des », ou entre le et les. Toute l'information vitale est concentrée dans ce minuscule article placé juste avant le nom. Ça demande une écoute très fine de la part du débutant. L'attention doit se porter sur le début du groupe de mots et non sur la fin du mot, comme on le ferait en anglais ou en espagnol. Et puisqu'on parle de ces petites bizarreries, le site French Language Basics met en lumière une réalité de la langue parlée qui déroute souvent ceux qui restent bloqués sur les manuels de grammaire traditionnels. Ah, je sens qu'on va parler d'un pronom très spécial. L'utilisation omniprésente du pronom « on ». Le fameux « on ». Sur le papier, c'est l'équivalent du pronom impersonnel « one » en anglais. Mais dans la rue, en France, il a complètement phagocyté le pronom « nous ». Totalement avalé, oui. Quand un groupe d'amis français veut dire « we are going to the cinema », ils diront presque jamais « nous allons au cinéma », ils diront « on va au cinéma ». Le sens est pluriel, c'est un groupe de personnes, mais le verbe se conjugue au singulier exactement comme si on disait « il » ou « elle ». C'est un paradoxe fascinant. Et pourquoi la langue parlée a adopté ce raccourci « on » ? Principalement pour des raisons d'efficacité et d'économie d'effort. Conjuguer avec nous, ça implique souvent des terminaisons plus longues, des syllabes en plus. Avec on utilise la forme verbale la plus courte et la plus simple. Donc c'est juste de la paresse linguistique en fait. Plutôt de l'efficacité. C'est l'exemple parfait d'une langue qui s'autorégule pour être plus rapide à prononcer au quotidien. D'ailleurs, en parlant de choses qui déroutent, il y a une autre bataille épique que chaque débutant doit mener. C'est la distinction entre les verbes être et avoir. Le guide Moreau pointe du doigt une différence conceptuelle majeure ici. Ça va bien au-delà de la simple traduction. Absolument. Prenons l'expression des besoins physiques de base, ou même l'âge. En anglais, on utilise le verbe être, to be. On définit son état. I am hungry. I am 34 years old. L'état fait partie de l'identité du sujet à ce moment-là. Et en français, c'est pas du tout ça. C'est un changement de paradigme complet. On n'est pas la faim, on possède la faim. Le francophone dira « j'ai faim ». De la même manière, on n'est pas ces années. On a accumulé un certain nombre d'années. On dira « j'ai 34 ans ». C'est brillant quand on y pense. Au lieu d'affirmer que cette sensation passagère d'avoir l'estomac vide définit ce que je suis, j'affirme que c'est simplement quelque chose que je possède temporairement. I have hunger. C'est presque poétique. C'est une belle façon de le voir. Mais concrètement, ça demande à l'apprenant de ne surtout pas traduire mot à mot depuis l'anglais, sinon il va dire « je suis 34 ans », ce qui n'a strictement aucun sens en français. C'est le grand danger de la traduction littérale. Cependant, et c'est là que le manuel Fast and Fun Way vient apporter une immense bouffée d'oxygène à notre discussion, il y a un domaine où la traduction directe fonctionne à merveille. Ah, la structure de la phrase simple, easy. Exactement. C'est une formidable nouvelle. Le manuel souligne que pour construire des phrases de base, le français suit scrupuleusement le modèle SVO. Sujet, suivi du verbe, suivi de l'objet. C'est l'ordre naturel pour un anglophone. Pas besoin de tout retourner. Voilà, le livre donne un exemple très clair. Le garçon mange le croissant. On a le garçon, le sujet, mange le verbe, le croissant, l'objet. Tout exactement à la même place qu'en anglais.
On n'a pas besoin d'inverser les mots ou de jeter le verbe à la toute fin de la phrase. C'est une fondation structurelle hyper solide. Une fois que l'apprenant réalise qu'il peut placer ses blocs de mots dans le même ordre que dans sa langue maternelle, l'enjeu se déplace. Il ne s'agit plus de reconstruire toute la logique de la phrase, mais simplement d'acquérir les bons blocs. Et pour acquérir ces blocs, les sources partagent un conseil stratégique essentiel, l'application du principe de Pareto à l'apprentissage des verbes. Très efficace, ça. Inutile d'essayer de mémoriser les milliers de verbes du dictionnaire. Le guide d'auto-apprentissage dresse une liste des verbes fondamentaux qui font la grande majorité du travail dans une conversation de tous les jours. Et on retrouve qui dans cette liste? Évidemment, nos deux piliers, être et avoir. Mais il faut y ajouter faire, qui couvre pas mal de choses, aller, venir et devoir. Le simple fait de maîtriser les conjugaisons de base de cette petite poignée de verbes, ça permet d'exprimer une quantité astronomique d'idées. Ce sont de vrais verbes moteurs. Et pour accompagner ces verbes, les manuels mettent en évidence ce qu'on pourrait appeler des formules magiques ou des blocs préfabriqués. Ce sont des tournures idiomatiques qui ne changent jamais de forme, peu importe qui parle. Comme l'expression « il y a ». Exactement. Il y a, c'est l'une des plus utiles. C'est un véritable couteau suisse, ce truc. Ça correspond parfaitement à « there is » ou « there are » en anglais. L'avantage énorme, c'est qu'il n'y a pas besoin de se soucier du pluriel ou du genre. Que l'on dise « il y a une chambre » au singulier ou « il y a des problèmes » au pluriel, l'expression reste figée. C'est un bloc prêt à l'emploi. Et dans la même famille des formules toutes prêtes, les documents soulignent l'importance de « il faut » ou sa version plus personnelle « il me faut ». C'est une expression très puissante qui exprime l'obligation ou le besoin. It is necessary ou I need, en gros. Voilà. Et ce qui est super pratique, c'est qu'il suffit d'y accoler un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire sa forme non conjuguée du dictionnaire, pour faire une phrase complète. Il faut manger, il faut partir. C'est d'une efficacité redoutable pour un débutant. On voit bien comment ces petites astuces permettent de construire des affirmations solides super rapidement. Mais bon, une conversation, c'est pas juste un monologue d'affirmations. Il faut savoir interroger l'autre. Poser des questions, c'est la base de l'interaction. Et là encore, les sources ont isolé l'essentiel. Il faut juste mémoriser la petite liste de mots interrogatifs de base. Qui, que, où, quand, pourquoi, comment et combien. Connaître ces mots, c'est bien sûr indispensable. Cependant, la vraie magie de l'interrogation en français, telle qu'elle est décrite dans le manuel interactif, elle réside dans une locution bien spécifique. Oh, je l'adore celle-là. En anglais, pour transformer une phrase en question, il faut souvent jongler avec des auxiliaires comme do ou does, ou inverser le sujet et le verbe. Le français formel utilise aussi l'inversion, c'est vrai. Mais le français de tous les jours offre une astuce bien plus simple. Le fameux « est-ce que ». C'est ça. Si on le traduisait littéralement, ça donnerait un très lourd « is it that ?», ce qui sonnerait horriblement mal en anglais. Mais en français, c'est une balise sonore magnifique. Le fonctionnement est d'une simplicité enfantine. On prend une phrase affirmative tout à fait normale et on colle simplement « est-ce que » tout au début. Rien de plus. L'exemple du livre, c'est « le petit déjeuner compris ». Pour demander si c'est le cas, on touche à rien, on ajoute juste la balise. Est-ce que le petit déjeuner est compris ? Ça. Et voilà, la question est posée, elle est grammaticalement parfaite, et en plus elle est très polie. C'est un outil qui retire une charge cognitive énorme au moment de parler. Plutôt que de paniquer sur la structure de la question, il suffit de formuler son idée comme une affirmation et d'y apposer ce préfixe. Ça montre bien que derrière la complexité apparente, la langue a développé des mécanismes d'une grande pragmatique pour faciliter la communication. Ah, complètement. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'explorer à travers ces méthodes, on réalise que l'apprentissage ne demande pas un talent surhumain. C'est surtout une capacité d'adaptation à de nouveaux concepts. Il faut accepter que l'écrit soit une carte historique, tandis que l'oral est une musique fluide remplie de liaisons. Il faut intégrer la notion de distance sociale avec le tu et le vous. Il faut se faire à l'idée que chaque objet dans l'univers possède un genre. Mais une fois ces piliers acceptés, la structure SVO et nos verbes essentiels permettent d'avancer à pas de géant. C'est une très belle synthèse. Et je pense qu'il est important de conclure avec une réflexion très humaine tirée de l'introduction du manuel Fast and Fun Way. Qu'est-ce qu'elle dit, cette introduction ? L'auteur rappelle que se plonger dans ces règles, c'est pas juste un exercice cérébral aride. Apprendre les bases du français, c'est s'offrir un accès direct à une culture extraordinairement riche. C'est pouvoir percevoir la nuance d'un film, la beauté d'une philosophie, l'atmosphère unique des rues de Paris. Sa récompense finale ? Et surtout, le message d'espoir pour tout débutant, c'est que la perfection grammaticale n'est absolument pas exigée par les francophones.
Le simple fait de faire l'effort de prononcer quelques mots, de tenter un bonjour ou de demander s'il vous plaît, ça déclenche presque invariablement de la bienveillance et de la gentillesse en retour. L'effort de communication est toujours récompensé. C'est une perspective vraiment motivante pour ceux qui hésitent encore à se lancer. La tentative crée la connexion humaine. Mais pour refermer cette analyse de nos sources, il y a une idée qui me trotte dans la tête, une réflexion un peu plus philosophique à laisser infuser, bien après la fin de notre discussion. Je vous écoute. On a longuement parlé de la règle inflexible du genre, le fait que la langue attribue une identité masculine ou féminine à absolument tout. Une table est féminine, un stylo est masculin, l'océan est masculin, la lune est féminine. Ça donne quand même à réfléchir. Dans quelle mesure le simple fait de penser et de s'exprimer quotidiennement à travers ce prisme genré modifie-t-il de manière totalement inconsciente la façon dont un être humain perçoit les objets inanimés et interagit avec le monde matériel qui l'entoure? Ah, c'est une question vertigineuse sur les liens profonds entre la structure du langage et la structuration de la pensée humaine. On appelle ça la relativité linguistique et ça change complètement notre vision du monde. Une pensée fascinante pour clôturer cette plongée dans la mécanique des mots. Merci d'avoir suivi cette exploration des rouages de la langue française avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage succinct.